puisque nous n'arrivons pas à comprendre comment des millions de Congolais, des millions de dollars à l'argent des contribuables congolais puissent être si facilement dilapidés. Et puis, nous pouvons voir comment les trains de vie avaient changé. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai connu, personnellement, je n'ai pas connu M. Kamere, mais j'ai connu la famille qui vivait là-bas. Nous avons vu comment les choses étaient, comment il a pu vendre des maisons, comment il y avait des dettes, tout cela. Il n'y avait plus rien. Mais subitement, nous trouvons que le monsieur devient super riche et pratiquement toute sa famille, ceux qui étaient son neveu, ses cousins ou neveu Daniel, qui se retrouve aussi millionnaire d'un coup. Vous savez, ça a vraiment blessé le fort même du Congolais. L'affaire Jean-Marc Aboun, qui est mon camarade, qui est secrétaire général du parti jusqu'à présent, dérange un peu trop. Puisque si vous dites quel est son poste? Il est secrétaire général du parti. Il est président ad intérim, M. Emery. Bon, d'abord, l'UDPS n'est pas régi par émotion, n'est pas régi par des paroles seulement, mais nous avons des textes du parti qui nous régissent. Notre camarade Augustin Kabouya, il est soi-disant secrétaire général, il est trésorier, il est architecte, il est intendant, il est tout. Puisque ce qui me révolte encore, ce sont ces histoires de cartes. Vous pouvez aller voir à décision finale, ils ont leurs cartes. Mais nous, à l'UDPS, nous n'avons pas de cartes. Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci de nous joindre chaque samedi dans notre émission Tribune de la diaspora. Tribune de la diaspora, aujourd'hui, nous recevons un grand combattant de l'UDPS. Ce dernier est membre du comité provisoire de l'UDPS MEN. Il est aussi combattant de l'UDPS États-Unis d'Amérique. Donc, son nom, c'est M. Patrice Emery Chikoko Kapiteni. Monsieur Emery, bonjour. Bonjour, monsieur Don. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. C'est votre première fois de nous joindre ici. Nous espérons que nous le ferons à jamais. Ensemble, monsieur Patrice Emery, nous allons parler de la condamnation de Kamere aujourd'hui. Donc, c'est un événement que tout Congolais doit avoir un point de vue là-dessus et surtout ceux-là qui sont dans la vie politique active. Nous allons revenir à l'UDPS, votre cher parti, avec les sagas de Kabound qui a fait bouger les lignes la semaine qui s'est achevée. Et enfin, nous allons revenir sur les réactions de la condamnation de Kamere par son parti politique dans les provinces. Alors, je vous pose la toute première question. Quelle était votre impression quand vous avez suivi ce jugement final de Kamere qu'il serait condamné, ou qu'il est condamné, pour ne pas dire serait condamné, il est condamné pour 20 ans de prison et des dommages et intérêts. Ouais, merci, monsieur Don, pour cette opportunité que vous m'accordez. Pour rentrer directement dans le jeu, je n'étais pas du tout surpris de ce verdict. Comme je l'ai toujours dit, que je suis parmi les personnes qui n'étaient pas vraiment contentes de ce que M. Kamere a pu faire pendant toutes ces années. Il n'avait pas, en tout cas, de sympathie de ma part, puisque vous savez, nous devions décoller, partir de quelque part et arriver à un certain point, puisqu'aujourd'hui, comme la promesse du président de la République était celle de faire aussi des Congolais des millionnaires, je pense que nous pouvions commencer quelque part par là, puisque le dossier que Kamere a géré, il a préféré le donner à un sujet libanais au lieu de le faire chez un Congolais. Je ne suis pas du tout étonné, surpris, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment le dossier de 58 millions de maisons préfabriquées et autres. La conviction, je l'avais... 57 millions plutôt. Oui, 57 millions, tout cela. Ma conviction, je l'ai basée sur le fait de blanchiment d'argent et financement au terrorisme. Là, en tout cas, je savais que le monsieur était cuit et c'est pourquoi, d'ailleurs,
à plusieurs reprises, on lui a refusé la liberté provisoire ainsi à son co-accusé qui est M. Jamal. Il n'y a aucune surprise pour moi. Et de là, nous saluons la justice qui a fait un travail et les preuves sont là, les convictions. Les juges ont eu cette conviction. Ils nous ont donné tout ce qu'il y avait et nous saluons cette justice et puis nous avançons. Nous avançons, mais d'aucuns du côté de l'UNC et alliés parlent d'un procès politique, que c'était un procès purement cavalier. Ils sont allés vite en besogne puisqu'ils avaient déjà des intentions de le condamner. Ben, c'est tout à fait normal qu'ils disent cela, puisque vous savez, c'est la toute première fois que nous ayons ces genres de procès. Kamer, ce n'est pas, Monsieur Kamer, ce n'est pas un petit garçon, c'est pas un petit monsieur, il pèse, il pèse, il a été vice-président, il a été plutôt président de l'Assemblée nationale, il a participé dans beaucoup de conférences, il a été dans beaucoup de négociations depuis que M. Laurent Kabila a été là jusqu'à aujourd'hui. On l'a toujours vu. Hein, même avant, il a travaillé comme conseiller dans plusieurs ministères du temps de Kengo, par exemple. Ah voilà, donc depuis le maréchal Mobutu, à l'époque du maréchal Mobutu, il était toujours dans ce sillage-là. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il était non seulement président de l'UNC, mais c'est quelqu'un qui a accompagné le chef de l'État actuel, le président Félix-Antoine Tshisekedi, à la magistrature suprême. Et ils se sont assignés des buts qu'ils devaient tous atteindre. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Et je dirais qu'il s'est lui-même embrouillé, si je peux utiliser ces termes, puisque je l'ai toujours dit, sa posture, ce qu'il avait, tout ce qu'il avait comme membre de son parti, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, comme lui-même l'a dit, que c'est le président de la République qui lui avait proposé. À sa place, moi, je n'aurais pas accepté. Il aurait plus beaucoup pesé s'il réfléchissait en termes de cet accord, le fameux accord de Nairobi, qui stipulait qu'après ces 5 ans, c'est le UNC qui sera aussi supporté pour avoir brigué la magistrature suprême. Je pense qu'il devait réfléchir à la sorte. C'est tout à fait normal que les gens puissent parler d'un procès politique, puisque c'est un grand homme politique qui venait d'être jugé et les faits sont là, les Congolais ont pleuré. Et je pense que ceux qui sont en train de parler aujourd'hui aussi de ce procès politique, ce sont les mêmes hier qui réclamaient un procès. Ce sont les mêmes qui réclamaient un procès, puisque je pense que nous tous, nous réclamions un procès, qu'il y ait quand même quelque chose qui soit clair dans toutes ces histoires, puisque nous n'arrivons pas à comprendre comment des millions de Congolais, des millions de dollars à l'argent des contribuables congolais puissent être si facilement dilapidés. Et puis, nous pouvons voir comment les trains de vie avaient changé. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai connu, personnellement, je n'ai pas connu M. Kamere, mais j'ai connu la famille qui vivait là-bas. Nous avons vu comment les choses étaient, comment il a pu vendre des maisons, comment il y avait des dettes, tout cela. Il n'y avait plus rien. Mais subitement, nous trouvons que le monsieur devient super riche et pratiquement toute sa famille, ceux qui étaient son neveu, ses cousins ou neveu Daniel, qui se retrouve aussi millionnaire d'un coup. Vous savez, ça a vraiment blessé le fort même du Congolais. C'est ça, c'est vraiment très révoltant en ce sens que la population est en train de souffrir et le gouvernement, pour dire ceux-là qui ont encore le cœur humain, ils sont en train de se débattre pour que la vie des Congolais puisse encore revenir à la normale. Quand les gens disent qu'il va aller en appel, est-ce que vous voyez que l'appel peut changer la donne? Personnellement, je ne vois pas, à moins que j'ai aussi mal lu ou entendu, puisque j'étais aussi, vous voyez, il y a la famille s'occuper de ça et ça aussi. Je ne sais pas s'il y a appel à cela et s'il y a appel, et ça, je garantis. Non, c'est son droit pratiquement. Oui, il peut faire appel, mais je pense qu'il pourra aussi échouer. Et personnellement, telle que la manière dont les choses sont passées et le verdict, la manière dont le verdict est tombé, je ne donne pas beaucoup de chance à faire appel pour que ce rappel, au fait, puisse être considéré.
il y a eu tellement de mal, puisque comprenez un peu ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, comme hier, j'étais en train de parler avec certaines personnes, échanger toujours sur la situation. Voyez-vous combien des hôpitaux aujourd'hui, en République démocratique du Congo, par exemple, on parle de Kinshasa, Mamaemo qui est un mouroir. Voyez un peu toutes ces histoires, toute cette somme d'argent, ces sommes d'argent qui sont sorties pour le bien-être de la population. Ça aurait pu soulager quand même. Et voir que toutes ces sommes d'argent sont sorties et que les gens, les Congolais, ont voulu voir clair, puisque ce procès, c'est qu'il faut dire, c'est un procès, c'est un premier procès de ce genre qui ne va pas se limiter à Vital Kamerhe. Je pense que beaucoup d'autres viendront après, puisque la justice ne fait que commencer, comme j'ai toujours dit aux autres, que la justice a toujours eu sa vitesse. Donc nous avons une vitesse qui est un peu lente aujourd'hui pour certains, mais ça viendra. Et ça me rappelle aussi les procès des procès qui ont eu lieu en Afrique du Sud avec les caciques même de l'ANC. Ils ont connu le même sort. Mais après, bon, on verra ce qui va passer et qui sait qui va se passer après. Là, je ne voudrais pas anticiper. S'il y aura peut-être une question du genre, je pourrais quand même répondre. Mais du moins, nous avons vu ce genre de procès en Afrique du Sud où les caciques de l'ANC ont été aussi condamnés dans des dossiers pareils. Mais, Monsieur Emery, il y a une chose très importante qu'il faudrait épingler. Kamerhe a cité plus de 130 fois le nom du président de la République. Tout ce qu'il faisait, il a dit qu'il va même produire les annotations du président de la République à la Cour, que tout ce qu'il a fait, c'était avec la bénédiction du chef de l'État. Oui, monsieur Don, bon, là, ça m'a un peu fait marrer, puisque, vous savez, tous, hein, ils nous avaient tous promis la boîte à Pandore. Bon, jusque-là, on n'a pas encore vu. Peut-être que ça viendra quand, après ce verdict. Un appel. Oh, voilà. Peut-être on aura droit à cela. Mais je dirais ceci. Vous savez, le président de la République a plusieurs dossiers. Et vous savez que pendant plusieurs temps, il était aussi en déplacement, tout cela. Et c'est lui qui avait affaire à tout, c'était M. Vital Kamerhe. Si aujourd'hui, il dit qu'il y avait des annotations, le président fait de certaines annotations, tout cela, c'est tout à fait normal. Mais le président, ce n'est pas lui qui tenait toutes ces réunions, ce n'est pas lui qui a dit de bloquer qu'on ne touche à rien et que il ordonne qu'on donne cet argent, que l'argent sorte pour aller de tel compte à tel compte, qu'on fasse ceci. C'est lui qui a fait cela. Et le président, c'est le président de la République après tout. Il y a, lui, en fait, bon, que je revienne un peu à la chose, c'est M. Vital Kamerhe n'a pas su comprendre une chose. C'est vrai qu'il pouvait être égaux à un certain moment, président des partis politiques, c'était un allié de taille, il a aidé tout cela dans sa campagne, aujourd'hui la magistrature suprême. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est président de la République. Et ce qui fait de Vital Kamerhe quelqu'un qui travaille pour le président de la République. Et quand on vous confie une mission, aujourd'hui, vous pouvez me confier une mission d'aller faire quelque chose, je viens, je vous donne rapport. Mais vous pouvez me dire que, bon, mais enfin, mais il y a un autre son de cloche, j'apprends qu'il y aurait ceci et cela. Non, monsieur Don, mon patron, tout est en ordre. J'essaie de faire, j'ai confiance, vous avez confiance en moi. Et par après, qu'est-ce que le président fera? Pas seulement lui, mais c'est un conseil de ministres que cela a été trouvé pour qu'on aille faire des investigations et cela a été autorisé. On a autorisé cela. Et si aujourd'hui, qu'a faire le président de la République en cela, puisque la personne qui était à la tête de toute chose et qui donnait rapport, qui faisait rapport au président de la République, et ce rapport s'avérait être faux. Et aujourd'hui, la justice a fait son travail. Il a cité le président 130 fois, mais ça n'implique en rien le président de la République. Ok, c'est ça qu'on dit. Attendons voir la chaîne des événements. Okay. J'ai suivi encore d'autres analystes politiques. Ils disent que la condamnation de Kamerhe, ce sera un coup pour le président Félix Tshisekedi, puisque c'est une perte d'un allié de taille, surtout pour les élections de 2023. Et Kamerhe symbolise la population de l'Est du pays. Qu'est-ce que vous dites? Dans cela, je m'inscris en faux. C'est ce que j'ai toujours dit. Et j'appelle cette théorie, je l'ai souvent appelée
parce que le terme me vient en anglais, d'épouvantail. J'appelle ça l'épouvantail. En fait, c'est le tribalisme. J'ai toujours dit que moi, je pense que le vote au Congo n'est pas normalement sujet au tribalisme, ce n'est pas un vote tribal. Ce sont les politiques qui nous font peur avec cela. Je prendrai l'exemple de mon parti politique. C'est le parti le mieux implanté au pays. L'UDPS avait toute la représentation pratiquement partout au pays, même si aujourd'hui, ça dort encore ailleurs, mais il y a eu cette représentation partout. Et si nous avons des animateurs de l'UDPS qui sont presque partout et des gens à qui on donne des moyens pour faire leur travail, et je pense que nous pouvons avoir cette majorité. Et de même aussi pour l'UNC, puisque à l'UNC, vous avez des gens qui ont voté pour, qui sont membres de l'UNC et qui sont fidèles à l'UNC, qui ne sont pas seulement du Kivu. Alors, nous parler de cela, je trouve que c'est quelque chose de faux que j'appelle épouvantail pour faire peur au peuple congolais. Et je pense que c'est ce genre de message que nous allons dire non. C'est pas, l'allié de taille ne serait pas seulement Kamere. Je pense, en ce terme, nous pouvions parler d'allié de taille l'UNC. C'est la politique. Il y a plusieurs impondérables en politique qui arrivent. Et nous allons faire avec. Nous allons étudier ce qu'il y a, puisque là, ce n'est pas aussi anticipé avec ce qui se passe au niveau après le verdict. Mais du moins, nous allons faire avec. Il y aura certainement une réunion, une grande réunion qui se fera autour pour voir comment les choses vont évoluer. Donc, c'est la politique, il n'y a pas, c'est pas la fin du monde. La Terre tourne toujours et le soleil continuera toujours à briller. Yeah, alors, que dire de ceux-là qui ont dit que les membres qui sont au gouvernement, les membres de l'UNC au gouvernement, ça, c'était avant que Kamere ne soit condamné, que si jamais on condamnait leur leader, ils vont tous déposer les tabliers. Bon, il faut comprendre qu'ici, nous parlons, bon, ce sont nos alliés, ils sont nos alliés de taille aussi, mais il faut comprendre que nous faisons face aussi aux Congolais. Nous connaissons comment les honneurs et tout cela. Bon, attendons voir. Et s'ils quittaient aujourd'hui, ils quittaient, s'ils sont, je ne sais pas, vice-premier ministre, ministre de budget et tout cela, ce poste ne restera pas vacant, il sera occupé. Donc ça, c'est... Avec leur départ et puis la condition de Kamere, vous ne voyez pas Cash se dissoudre ou bien partir en fumée? Bon, moi, je ne voudrais pas regarder les choses de cette manière. Je me souviens une fois, c'est tout au début quand le président de l'UNC a été mappé, le président de la République a eu à rencontrer certains cadres de l'UNC. Vous savez, en politique, on lit un peu tout, la posture et tout cela. Et je pense que ce jour-là était déjà déterminant. Ils savaient ce qui devait arriver. Et aujourd'hui, si réellement ils aiment ce pays, si réellement ils ont aimé l'UNC, est-ce qu'il faut couler l'UNC parce que le président de l'UNC s'est retrouvé à être démêlé avec la justice? Je ne pense pas. Ils seront plus responsables. Cash, je ne pense pas qu'il y aura un problème avec Cash. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des mandataires qui ont été désignés, le mandataire de l'UNC qui ont effectivement eu leur poste. Et est-ce qu'ils vont laisser tout cela poursuivre Kamere? Je ne pense pas et je doute fort. Vous savez, il y avait eu des couacs entre le ministre de budget d'antan, M. Kangoudia, qui était un ami personnel de Kamere, qui était au gouvernement au nom de l'UNC. Bon, quand le violon ne s'accordait pas, Kamere avait demandé au gouvernement de le mettre dehors. Mais c'est fait que Tchibala et Kabila ne veulent pas accepter. Est-ce que vous ne voyez pas que cela puisse être la même chose? Kamere peut demander à ses sbires de se détacher du système politique pour son soutien. Oui, puisque ici, quand nous parlons de l'état de droit, ça ne sera pas seulement pour les membres du gouvernement, ceux qui sont jugés et tout cela, c'est même dans nos partis politiques, les fonctionnements des partis politiques. Ce que nous allons mettre en évidence, c'est quoi? Ce sont les textes du parti ou ce sont les émotions personnelles? Vital Kamere recevrait, et nous connaissons aussi l'histoire de l'UNC, il n'a pas été seul fondateur de ce parti. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé là. Bon, ça, c'est leur histoire. Nous ne voulons pas entrer dans cela. Mais aujourd'hui,
il y a des gens qui veulent réellement travailler pour le Congo. Étaient-ils là pour travailler pour Vital Kamerhe? Vous savez, Vital Kamerhe, en étant directeur de cabinet, il avait beaucoup de l'influence, beaucoup d'influence, et certains de ses membres qui sont au gouvernement, deux fois, s'il ne pouvait pas obtempérer, il avait toute cette possibilité, puisque c'était l'homme fort, il avait toute cette possibilité de les évincer de là où ils étaient. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il représente la même force? Est-ce qu'il a toutes ces manœuvres? C'est la question qu'on pourra se poser aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est très difficile. Il pourra le faire et nous pouvons aussi voir certains cadres de l'UNC qui vont sortir pour dire qu'ils ne peuvent pas obtempérer dans ce genre d'histoire. Et je pense qu'il doit aussi avoir une certaine réglementation. Et vous comprendrez qu'il ne peut plus exercer ses droits. Je pense civiques et tout cela. Politique, oui. Ouais, politique, tant qu'il ne peut pas être président de l'UNC et donner des influences. Il peut avoir toujours des influences avec les gens qui sont contre lui. Oui, ça peut, mais maintenant, c'est pourquoi je dis que l'état des droits, quand nous voulons, c'est que nous voulons mettre, c'est quoi? Ce sont les textes ou les émotions des gens? Je trouve que là, ça sera tellement compliqué pour ceux qui voudront au sein de l'UNC. Je pense que de ce moment, depuis d'ailleurs, il parlait déjà de la chose. Il parlait de la chose, puisque là, si je voudrais un peu revenir, j'avais suivi le président interfédéral de l'UNC au niveau de Kinshasa. Et à l'époque, il parlait même parce que lui, quand c'est arrivé, il parlait même de l'UDPS, où nous devions devenir, Cash devait devenir une plateforme politique. Vous comprenez un peu, il y avait toutes ces manœuvres-là de faire certaines choses, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai essayé d'introduire ça ici, mais bon, du moins, c'était un peu ça. L'influence ne sera plus là, puisque l'influence était négative, non seulement pour l'UNC, surtout pour nous, l'UDPS. OK, chutons avec ce dossier Kamerhe, UNC, avec les réactions suite à l'arrestation et la condamnation de Kamerhe. Nous avons vu plus particulièrement dans le Kivu et surtout le sud Kivu des révoltes où les gens ont menacé. Il y a eu même des audios qui ont circulé, je ne sais pas si vous avez suivi ça, ils ont menacé les Kassaïens qui vivent dans cette partie de la République. Et jusqu'à hier, ils ont menacé qu'ils vont les brûler. Et on a vu des maisons brûlées à Bukavu. Qu'est-ce que vous dites? Pour moi, je me dis que ça y est, nous avançons vraiment vers un état de droit. C'est aussi un test de savoir comment le ministère de l'Intérieur va gérer ce problème. Et c'est une nouvelle ère. Une ère. C'est une nouvelle ère qui vient de commencer au niveau de notre pays. Pourquoi je le dis? Vous savez qu'il y a des gens qui avaient, en suivant des émissions, les gens qui menaçaient la République, puisqu'ils ne sont pas dans les institutions. Au cas où ils ne seraient pas consultés, il y aura ceci, puisque dans le temps, on a eu à être là pour qu'ils puissent diriger, nous devions être là. Et le Congo a des institutions. Le pays ne peut pas vivre parce qu'il n'y a pas tel leader politique qui n'est pas là, qui est arrêté et tout stop. J'ai vu les images de jeunes gens, malheureusement, qui sont manipulés. Et les manipulateurs et tous ces instigateurs, je pense qu'ils devront être appréhendés et au fait identifiés et appréhendés. C'est tout à fait normal, ça devait passer par là. C'est un grand leader, comme je le dis, et il y a une désinformation, puisque je ne me souviens plus vraiment de ce qui était dit, mais auparavant, quand monsieur était mappé, il y a eu une autre information qui était donnée au niveau du Kivu. Or, ce n'était pas la chose. C'était autre chose. Quelle information vous avez eu? Oui, je pense qu'il refusait. Les jeunes de Bukavu vous disaient qu'il a refusé, je pense, cette histoire de vaccin, de quoi, c'est pourquoi il a eu de... Oui, c'est un peu ça. Vous voyez, ce sont des milieux qui sont reculés. L'information, la bonne information ne passe pas. Est-ce qu'ils savent que c'est réellement ce procès, la manière dont le verdict est tombé? Est-ce qu'ils savent que c'est ça? C'est pourquoi... C'est ça ma plus grande préoccupation, M. Méry. Quand on arrête quelqu'un, il a détourné l'argent, cet argent qui devrait servir au service de la nation.
Et il y a un groupe de gens qui protestent. Est-ce que les gens ont perdu le cerveau, quoi? Non, non, ils n'ont pas perdu de cerveau. C'est juste la manipulation. Les esprits faibles sont manipulés. Je vais vous donner l'exemple. Qui est ministre de la communication, par exemple? Vous comprendrez. Avec cela, comment est-ce que la bonne information pourra passer? Puisque c'est lui, le ministère est contrôlé par un de ses Par membres, l'UMC. par l'UNC. Bon, je trouve que ce sont des événements malheureux et le gouverneur du Sud Kivu, je pense qu'il a aussi fait un communiqué où il avait demandé à ce que tout le monde soit calme. Et j'ai vu la police entrer. Mais apparemment, il était impliqué, il était parmi les gens qui ont incité à la haine. Bah, oui, j'ai aussi entendu cet audio. Bon, nous ne pouvons pas répondre aux rumeurs, puisque là, ce n'est pas quelque chose qui s'est avéré être vrai. Ce sont des rumeurs pour moi, et je me tiens seulement à ce qui est officiel, qu'il a fait une déclaration, un message. Donc là, alors, qu'est-ce que vous avez dit, si vous avez bien suivi ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est pratiquement hier encore, où les membres de l'UDP, donc plutôt de l'UNC, ont marché pour soutenir leur candidat et pour leur président, qu'il soit libéré immédiatement et sans condition. Et subitement, là, il y a eu une contre-marche spontanée d'ailleurs des Louchois pour crier sur les leurs, donc, les gens de Caméré qui sont voleurs et que leur leader est voleur aussi. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment normal? Oui, vous savez, c'est la chose que nous déplorons chaque jour. Je prendrai les termes même de l'artiste Jean Goubal qui a parlé de l'imbécilisation du peuple congolais, ou j'ajouterai encore de la chosification du peuple congolais. À telle enseigne qu'il faut appauvrir ce peuple pour qu'il puisse dépendre de nous. Et c'est de la même manière que je me suis aussi insurgé contre l'ajout des émoluments des députés. Pourquoi ils se disent que bon, ils jouent aussi un rôle social comme comment on les appelle, des assistants sociaux. Ils doivent aider. C'est vraiment bête, puisque les peuples s'appauvrit, vous gagnez de l'argent pour leur donner, faire de dons, de sacs de riz, tout cela pour qu'ils puissent... Je ne vous interromps pas, vous savez, ça me révolte. Il y a quelques années, j'avais fait une interview avec une grande personnalité du Congo. Quand je l'appelle, on s'était donné rendez-vous, je l'appelle, il va couper le téléphone, je lui fais les textos, alors il répond, maintenant quand on s'est parlé, oh non, donc je m'excuse, si je n'avais pas pris ton appel, imagine-toi, hein, si j'avais pris ton appel, parce que sur 50 appels que je reçois par jour, 48 c'est pour me demander de l'argent. Est-ce que vraiment, ça, c'est un pays doit fonctionner comme ça et vous devez être content pour donner beaucoup d'argent pour donner de l'aumône aux gens? Vous comprenez un peu, donc c'est dans ce sens-là que j'allais. Donc, quand nous voyons des jeunes gens au niveau de Bukavu, quand nous voyons des jeunes gens au niveau de Lubumbashi faire ces genres de choses, souvent c'est des billets verts qui sont distribués, les billets sont distribués, puis ils font ce qu'ils peuvent faire, et puis à la fin c'est tout, puisque deux fois, quand on n'arrive pas à satisfaire la demande, si c'était à 100 francs, quand on leur donnait 50 francs, et après c'est la bagarre. Donc ce sont des pratiques qui doivent cesser. Le peuple congolais doit avoir du travail et savoir se nourrir, puisque l'homme doit manger à la sueur de son front. Voilà notre prochain sujet, puisque nous devons parler du développement. La politique, c'est vraiment quelque chose qui ne marche pas au Congo, mais nous allons parler et parler encore pour que ceux-là qui sont dans la reine du pouvoir sachent qu'ils ne sont pas là pour prendre de l'argent du gouvernement et faire de l'aumône. Donc, c'est notre argent, nous tous, il faut se partager équitablement. Donc, ça doit être connu comme ça. Et nous allons parler, on ne va pas se taire. Alors, monsieur Emery, Patrice Emery, donc le temps nous fait défaut, puisque vous savez, le temps nous est compté. Je voudrais aborder ce point le plus important qui vous intéresse le plus, c'est le problème de monsieur Jean-Marc Kabunda Kabunda, qui a été déchu par une motion de défiance au niveau de l'hémicycle. Il a jugé bon d'aller en justice. En justice, il y a eu des sagas, comme je l'ai dit dans mon introduction. On a demandé
au Parlement de surseoir le vote qui devait avoir lieu pour son remplacement. Et en fin de compte, la Cour constitutionnelle l'a rejeté, a rejeté sa C'était requête. recevable mais non fondé, je Donc, pense. oui, donc ça, c'est quoi ça? Bon, c'est tout un problème. Vous savez l'UDPS n'est plus ce parti d'opposition. L'UDPS est au pouvoir et aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, ça peut déranger même le bon fonctionnement du gouvernement ou du pays. L'affaire Jean-Marc Aboun, qui est mon camarade, qui est secrétaire général du parti jusqu'à présent, dérange un peu trop. Parce que Comment si vous dites quel est son poste? il est secrétaire général du parti. Il est président, président ad intérim, M. Emery. Bon, d'abord, l'UDPS n'est pas régi par émotion, n'est pas régi par des paroles seulement, mais nous avons des textes du parti qui nous régissent. Donc, dans ce texte parti, qui est la constitution de notre parti ou les statuts de notre parti, nous ne voyons nulle part là où il y a président AI. Donc, le président de la République, à un certain moment, lui a fait une note. Mais là, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose de très important. Monsieur Jean-Marc Abound, puisque nous avons tous milité au niveau de l'UDPS, nous savons comment les choses étaient. Là où il était, c'est en août 2016 que monsieur Jean-Marc Abound se retrouve secrétaire général du parti. Ce n'est pas parce qu'il méritait plus que les autres. La petite histoire, ne l'ont pas entré dedans. Ce n'est pas le président, Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire, qui est allé chercher le camarade Jean-Marc Abound. Il a été proposé par quelqu'un. Ça, nous connaissons la petite histoire. Nous ne voulons pas entrer dans cela. Il est arrivé au mois d'août comme secrétaire général de l'UDPS. Et au mois de février, le 1er février, le jour de mon anniversaire, 2017, un malheur est tombé, s'est abattu sur notre parti, le pays, c'était le départ du Sphinx. Et il s'est retrouvé... Paix à son âme. Paix à son âme. De heureuse mémoire, tu sais qu'il dit de heureuse mémoire. Alors, il se retrouve à la tête. Là, je voudrais prendre un peu cette historique, aller jusqu'au niveau de la décision et tout. Et nous trouvons que les statuts étaient déjà là, puisque les statuts ont été amendés en 2013, si je ne me trompe pas. Le congrès s'est tenu au mois de décembre 2010. En 2013, il y a eu amendement. Donc, le camarade Jean-Marc Abound n'était pas secrétaire général à l'époque. Il était, je pense, c'est à Kamina ou je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si c'est Kamina, je me trompe un peu. Là où il était secrétaire. Il est de Kamina. Voilà, président fédéral. Nous savons comment les choses se font à l'UDPS et comment les choses se faisaient. Il a été là, c'est bien, chacun a son histoire, chacun a son parcours, chacun a sa destinée. Et c'est vraiment un guerrier, le camarade Jean-Marc Abound. Et vous allez constater que de 2016 plutôt, 2017, février 2017, jusqu'au mois de mars 2018, vers la fin du mois, du 30 au 31 mars, c'est là que s'est tenu le congrès extraordinaire pour élire le président du parti qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Il a été élu suite à ce congrès-là. Mais ce n'était pas un congrès qui a juste été donné facilement. C'était un combat. Le monsieur ne voulait toujours pas. Et de là, vous allez aussi comprendre que il y avait déjà un groupe de gens. Si le camarade Jean-Marc Abound n'était pas ramené au poste de secrétaire général, le parti pouvait aussi prendre feu. Mais vous comprenez que nous sommes à 2 pas de la campagne électorale, du dépôt de tout cela. Et le président du parti, sage qu'il était, il a reconduit le camarade. Mais là, il y a un problème. C'est un problème psychologique. Ce problème s'est aussi passé avec le camarade, notre aîné, Vital Kamerhe. Je l'ai dit ici tantôt que
Si Félix était son égal à l'époque, président du parti politique, ce n'était plus le cas. Félix Tshisekedi est président de la République. Donc, vous n'êtes plus égaux. Alors là, il y a un problème. Nous avons notre camarade qui est secrétaire général du parti. C'est quelque chose de fondamental. Je ne voudrais pas vraiment entrer dedans, je passerai, je vais survoler, puisqu'il est le temps de l'être un parti. Il se retrouve secrétaire général du parti, il est secrétaire général du parti, et il y a des négociations, des tractations. Il est au courant de toutes ces choses. Il a même participé. Ça veut dire, nous avons Vital Kamerhe de ce côté-ci, pour l'UDPS, nous avons Jean-Marc Abound et nous avons aussi le président Félix Tshisekedi, qui parlent avec leurs interlocuteurs qui sont de l'autre côté du FCC et tout cela. Donc, ça veut dire, quand le président a été élevé, le monsieur, notre camarade, vous allez, comme je le dis, que nous devons commencer à scruter tous les gestes, les faits et gestes. Le président ne recevait pas, en fait, n'avait pas cette considération qu'il pouvait avoir de son camarade du parti. Remarquez dans tout, je ne voudrais pas entrer dans des petites choses, puisque si on rentre dans des petites choses, c'est avoir même l'effigie, quand on a un nouveau président, l'effigie même du président dans une chemise, sur une chemise et tout cela. Le camarade, le secrétaire général, l'a jamais fait porter une chemise avec l'effigie de Félix Tshisekedi. Et même la posture, quand ils se tenaient tous, vous trouvez que bon, ils se disent égaux. Et quand on va dans certaines indiscrétions, il dira même que c'est sa place que Fachi lui aurait volé. Or, je ne suis pas entré en détail pour voir ce qu'était Fachi quand il s'est décidé de retourner, il a quitté l'UDPS Belux pour retourner au niveau du pays. Et ce qu'a été Fachi, Fachi était la plaque tournante même. C'est pourquoi il était même surnommé Rangers. Et c'est cet orgueil-là, manque d'humilité, qui a poussé aux camarades d'agir d'une certaine manière. Nous voyons que je l'ai supporté, en tout cas, c'est un camarade, quand il reçoit des coups du FCC, je n'ai qu'à le supporter puisque c'est le nôtre. Mais quand on va dans ce processus, on trouve que ça commence à un peu être gênant. Puisqu'en politique, il y a certaines façons de faire les choses où on doit prendre le recul et laisser avancer les choses. Ne pas faire ombrage au chef. Puisque c'est vrai, nous devions voir qui est chef au niveau du parti. Et le président de la République, je dirais qu'il a parlé en 2 actes, vers le mois de mars, si je ne me trompe pas. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur n'a pas reconnu la qualité du président Haï. Et il a dit, même j'ai la note ici, il dit ceci, puisque là, c'était donné par le secrétaire général adjoint, notre ami, notre camarade Augustin Kabouya. Oui, Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général actuellement. Adjoint, puisqu'il est adjoint. Vous ne reconnaissez pas secrétaire général du parti? Ah non, mais puisque l'acte même, je ne sais même pas comment, l'acte... Ouais. Donc, il y a le secrétaire général était sur vous, puisqu'il dit que non. Par contre, je suis surpris de trouver en annexe de votre lettre la photocopie du mandat spécial donné à l'honorable Jean-Marc Abound aux fins d'assurer l'intérim du président de l'UDPS Tshisekedi. Il sied d'observer que ce mandat spécial a été signé depuis le 22 et notarié le 25 janvier 2019, sans qu'il ne soit déclaré au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, comme l'exigent les dispositions de l'article 17 de la loi numéro 04/02 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui stipule: le parti politique fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi et de ses statuts et de son règlement intérieur. Il est administré et dirigé par ses organes statutaires. Bon, comment est-ce qu'une histoire pareille peut aller? Et le président de la République, comme je l'ai dit, par le biais du ministère de l'Intérieur, le secrétaire général, au secrétariat général du ministère, parle. Ceci ne peut pas se faire puisque le ministre de l'Intérieur n'est autre qu'un membre de l'UDPS. Et de deux, nous voyons qu'il y a eu tractation au niveau de l'Assemblée nationale. Les camarades, seuls, sans consulter même les députés,
ils se sont dit personne ne va remplacer le camarade Jean-Marc Aboun. Après tractation, le président a essayé d'intervenir, puisque ça, il s'agit des institutions, c'est l'une des institutions du pays. En ce moment-là, le président va désigner. Il le désigne, même si je suis contre avec cette, comment on appelait le président, haute autorité de référence, tout cela. Nous ne sommes pas du DPS. Ouais. Donc, quand il désigne ainsi, c'est le président, cette autorité-là, qui s'est exprimée. Et pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'était un acte de rébellion. Et quand la Cour constitutionnelle se déclare ainsi, puisque cette Cour constitutionnelle, elle est animée par des gens qui voient la société, qui voient la politique, comment les choses évoluent. Et quand le président de la République, qui est l'autorité morale, comme eux le disent, de cette plateforme-là, électorale, puisque Cash, ce n'est pas une plateforme politique, donne son point de vue, le président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Il est de cette famille politique-là. Il préfère que tel camarade puisse prendre la place. Tout était déjà consommé. Mais quand le camarade le fait, et la Cour constitutionnelle, je pense, là je n'entre pas dans leur esprit, mais je trouve qu'ils ont étudié toutes ces choses. Puisque c'est comme ça que la loi aussi, le jugement doit être aussi rendu. Oui, alors, deux éléments à ce niveau-là. Le premier élément, quand vous dites la Cour a reconnu, a suivi ce processus-là, il y a une histoire qu'il faudrait faire remarquer ici pour ce qui a été dit. Je ne sais pas si vous allez aussi appuyer ça ou pas. On dit que normalement, le poste que Marc Kabound occupait au Parlement n'était pas au nom personnel, c'était au nom du groupement politique ou du parti politique. Alors, pour ce fait, tout ce qu'il pouvait faire, c'est aller recourir à son parti politique, au groupement politique, de faire recours pour le rétablir. Il ne devrait pas le faire individuellement. Vous êtes de cet avis? Oui, je suis de cet avis, et d'ailleurs, j'avais mis l'avis sur ça. Ce poste-là ne revenait pas à l'individu, même si il sait comment lui-même est arrivé, je ne crois pas. À moins qu'il y ait autre chose, que c'était un consensus qu'il puisse être désigné candidat au niveau du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je n'ai rien contre lui, puisque les gens peuvent dire, bon, voilà, il a un problème personnel. Non, pas du tout, c'est pas du tout, c'est un débat. Donc là, c'est quelque chose, il s'est imposé. Et nous avons vu même la saga, quand ça a commencé avec ces histoires d'avoir, je pense, les députés provinciaux. C'était pour avoir des sénateurs, ou si je ne me trompe pas d'une histoire pareille. Oui. Et nous voyons comment ça s'est terminé. Et son nom, le nom du camarade a été même cité, que c'est lui qui avait donné des injonctions pour que tel soit voté. Donc, c'était une histoire un peu compliquée. Mais maintenant, quelle relation avait-il qu'il avait avec son regroupement politique, ceux qu'il représente au niveau de l'Assemblée? Quelle relation il avait, il a toujours eu avec? Il n'y avait même pas un cadre de consultation où il pouvait être avec tous ses élus et parler. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est ça qui justifie le nombre de gens qui ont voté contre lui, puisque quand il y avait 297 contre 319 personnes, c'est-à-dire qu'il y a même les membres de l'UDPS qui n'ont pas voté pour lui. Donc, ils ont voté contre lui. Oui, il y a des membres de l'UDPS qui sont réellement exprimés. Bon, on ne sait pas si tous ont voté pour lui ou tous n'ont pas voté pour lui. Il se pourrait aussi que ce soit certains aussi qui sont peut-être de... Très peu, parce qu'il n'y avait que 9. Il n'y avait que 9 qui... Donc, c'est vraiment 3 ou 4 qui se sont abstenus, quelques 7 qui ont dit carrément non, qu'ils restent là-bas. Donc, pour dire qu'en tout cas, l'UDPS et Cash n'ont pas supporté M. Kabound Kabound. Oui, c'est le problème que nous avons. Vous savez, au niveau de l'UDPS, ce que nous reconnaissons, c'est les directoires. Ces directoires, ce n'est pas pour gérer le parti. C'est pour nous amener en déant, puisque le délai est déjà tellement largement dépassé. C'est après un mois, quand on constate qu'il y a cette vacance-là au niveau de la présidence du parti, automatiquement, après un mois, on va aux élections, on va au Congrès pour désigner notre président. Mais voilà un peu ce cadre, le cadre qui pouvait être un cadre de concertation, c'est le CDP, la Convention démocratique du parti. Mais
vous savez comment c'est boudé par le camarade Jean-Marc. Et c'est ce qui a occasionné toutes ces choses. Quand l'ordre reviendra au parti, je pense que toute chose ira. Oui, donc essayons que l'ordre revienne très bientôt, puisqu'il y a eu exclusion en exclusion et tout le monde était frustré, ce qui n'est pas bon. Maintenant, le dernier point, il est très, très capital, M. Emery, capitaine. Vous l'avez évoqué aussi. Il y a eu du désordre quand Kaboun devait partir. Il fallait trouver son remplaçant. Il y a eu l'intervention du président de la République. Et il y a maintenant dans le couloir des constitutionnalistes qui disent son implication à ce niveau-là, c'était anticonstitutionnel. Donc, il ne doit pas parler au nom d'un parti politique, mais il peut s'impliquer dans les systèmes politiques s'il faut jouer l'arbitrage, mais s'impliquer dans un parti politique et trouver une solution à un parti, surtout son parti politique, c'est anticonstitutionnel et cela risque de grand. Bon, je ne suis pas constitutionnaliste, mais ce qui me saute aux yeux directement, il n'est pas descendu pour intervenir qui doit être président de l'UDPS. Il s'agit ici d'une institution. Il est d'un regroupement politique, il est président de la République. Son avis a été demandé, il a donné son avis. C'est tout. Mais on dit qu'il a influencé pour le choix de la camarade. Non, mais ici, ce n'est pas dans le cadre d'un parti, ce n'est pas un parti politique. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale. C'est comme au gouvernement. Il est là pour voir si la chose pose problème. Il a le droit, si aujourd'hui, ils ne me diront pas, ce constitutionnaliste ne dira pas qu'il n'a pas le droit de recevoir les députés en provenance, puisque ce sont des députés qui sont allés le voir. Ça, ce ne sont pas les membres de l'UDP simple qui sont allés le voir. Ok, ça c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Maintenant, nous allons chuter. Avant de chuter, parlons un peu du concret. Nous avons eu de plaintes et de grincements de dents des gens de l'extérieur qui ont fait le déplacement de l'Europe, du Canada et des États-Unis vers le Congo, cherchant à rencontrer, je vais les citer par le nom, je m'excuse, je vais le faire, cherchant à rencontrer Augustin Kabouya, le nouveau secrétaire général du parti, cherchant à rencontrer Jean-Marc Kabounda Kabound, le président AI du parti. Ils n'ont jamais eu l'occasion d'être reçus. Le peu de gens que je parlais avec et se sont plaints, ils voulaient passer pour dire ce qu'ils voulaient. J'ai dit, ça, ce n'est pas un ring de boxe. Donc, on le reçoit au restaurant et pendant moins de 10 minutes. Et chaque fois, quand Kabouya te reçoit, les 5 minutes qui viennent, le président m'appelle et il te laisse, il part. Est-ce que vraiment une façon de gérer le parti? Est-ce qu'on n'a pas vraiment assez de temps? J'ai toujours parlé de sabotage de notre parti. Et il faut vraiment être un fanatique avéré ou patenté pour ne pas voir la chose. C'est juste un acte de sabotage. Je peux vous donner un petit exemple. En 2019, je pense que c'était au mois de mars, quand le président est arrivé au niveau de... quand il est descendu à Washington, D.C., il y avait le secrétaire général adjoint, puisqu'il est toujours secrétaire général adjoint, comme je venais de vous lire. Ils peuvent se targuer des titres, mais ça n'a aucune légitimité, aucune légalité. Les statuts les reconnaissent autrement. Non, si les statuts ne reconnaissent pas, moi, je ne reconnais pas. C'est ça. Donc, je vais me baser sur les statuts. Nous pouvons tous aller en justice. D'accord. Voilà, comme l'état des droits aujourd'hui, c'est pour nous tous. On doit se plier. S'il s'est plié. C'est un pays maintenant de justice au Congo. Hein? Voilà. Ouais. République des juges comme les autres sont en train de craindre. Il y a eu, nous avons eu à nous asseoir la fédération de l'Amérique, des USA, et il y a eu des propositions faites très bien au secrétaire général adjoint, chargé des communications. Il est sans Kinshasa, on n'a jamais eu quelque chose. Il n'a jamais fait écho de la chose. Mais malheureusement, ce que nous avons trouvé, et vous trouverez que c'est la personne qui embrouille la plus, surtout le camarade Kabouya, c'est quelqu'un qui embrouille la situation. Et le camarade Jean-Marc Kabound était plus... Quand les autres ont eu ce pouvoir, ils ont eu le pouvoir,
Le pouvoir, comme ça enivrait tellement, le lait et tout cela, on a préféré monter à cheval, on a préféré rouler carrosse et tout cela. On a oublié le peuple. On a oublié le peuple d'abord. Et on a oublié cette, parce que pour moi, c'est cette machine qui doit nous aider à... Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que... Puisque vous voyez comment le président de la République a du mal à mettre en place sa politique pour que le Congo puisse aller de l'avant. C'est parce qu'il n'a pas eu cette majorité. Or, nous savons comment les autres ont eu cette majorité. Mais nous ne limitons pas là-bas. Nous avons eu quelque chose, puisque nous ne pouvons pas dire que notre verre est à moitié vide, nous disons que notre verre est à moitié plein. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Et j'avais même suggéré, je l'ai toujours dit, l'UDPS a cette possibilité de réquisitionner toutes les intelligences, partout où elles se retrouvent, aux États-Unis, au Canada, en France, au Congo, se mettre ensemble. Mes chers frères, nous avons, bon, là je voulais entrer en anglais, nous avons un problème. Nous avons la présidence, nous n'avons pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Nous ne pouvons pas gérer ainsi. Mais voilà, nous nous retrouvons d'emblée dans une coalition que moi j'ai toujours appelée cohabitation. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est dans ce cadre-là que nous pouvions faire et il voit, le parti n'a pas très bien fait où? Ici, il implémente les choses. Mais quand on est président, soi-disant président du parti, qu'on n'arrive pas à faire ces choses, on est entre climatiseur de son office au Parlement et son office, je ne sais pas, on m'a dit qu'il avait un autre office au niveau de GB et tout cela. Et rarement, il n'était même pas au niveau on vous dit que là, que c'est pour ce ONG qu'on appelle décision finale. Bon, cette décision finale a des cartes de membres et les cartes des membres aujourd'hui, ma carte... Et sur le bureau, malheureusement, on utilise le symbole du parti, hein? Oui, c'est ça. Nous allons aller petit à petit. Je pense que les choses sont en train de revenir à l'ordre. Il fallait à tout prix. Personnellement, ce n'est pas que j'ai voulu cela, mais ça devait arriver. Quelqu'un devait s'occuper du parti, puisque nous ne pouvons pas tous être au Parlement, nous ne pouvons pas tous être au ministère, puisqu'il y a ceux qui sont ministres et qui occupent encore des fonctions de chef de département ou secrétaire national. C'est ça. À tous les niveaux d'ailleurs. Oui, comment le parti... Même à l'extérieur, nous avons des gens qui sont encore dans les structures de l'extérieur, mais tout en étant au pays. Oui, c'est pourquoi nous voulons avoir un peu l'audience avec le plus grand nombre de compatriotes, des combattants ou des camarades, pour leur faire comprendre la chose. Ce que nous avons, puisque l'UDPS doit exceller dans ce qui est juste, dans ce qu'elle a toujours combattu. Nous devons exceller dans cela. Nous ne devons pas exceller dans la médiocrité ou copier les autres. À telle enseigne que d'autres sont en train de prendre même des exemples des autres qui peuvent dire que non, voilà, excusez-moi, laissez un peu même en lingala. Le lingala, ça passe. Il y a démocratie, il faut un peu de dictature. Non, attention à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de poser des jalons même pour un État démocratique, mais vous voulez dire que nous puissions saboter, nous puissions marcher sur nos propres textes et demain, nous allons dire non. Moi, je l'ai toujours dit, comme le monsieur, notre camarade Augustin Kabouya, il est soi-disant secrétaire général, il est trésorier, il est architecte, il est intendant, il est tout. Puisque ce qui me révolte encore, ce sont ces histoires de cartes. Vous pouvez aller voir à décision finale, ils ont leurs cartes. Mais nous, à l'UDPS, nous n'avons pas de cartes. Qu'est-ce que c'est cette décision finale par rapport à l'UDPS? Ça, c'est encore un autre point. Vous savez, il y a prolifération des ONG, des associations, Asofachi, ceci, cela. Ce sont des choses, personnellement, moi, de l'UDPS, ça m'a beaucoup dérangé. Quand on est étouffé, quand on est exclu, les gens ont tendance à aller faire autre chose pour faire entendre leur voix. Et ça tue le parti. Le parti est tué intentionnellement. Ici, je vous parlais des cartes. Je suis l'un des artisans de cette carte biométrique. Nous savons comment ça a commencé et ce que nous avons amené au parti et ce que ça donne aujourd'hui. Prendre même ces cartes confisquées, ceux qui ont amené, ceux qui ont un contrat en bonne et due forme pour imprimer ces cartes, puisque
quand les cartes ont commencé à être imprimées, ce n'est pas par la décision des camarades seulement qui sont levés. C'est la hiérarchie qui était impliquée, c'est le président du parti, et, Félix Tshisekedi, qui était impliqué, c'est le secrétaire général qui était impliqué, mais subitement, et aujourd'hui, les gens n'ont pas de cartes, ils ont payé leur argent. Mais vous comprenez que c'est difficile que des gens qui viennent de l'étranger, ailleurs, descendent au pays pour parler avec les dirigeants, les soi-disant dirigeants du parti qui ne sont pas reçus. Alors là, il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est juste le sabotage du parti, c'est pour tuer ce parti. OK. Alors, la religion sur la voie de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique nous dicte ceci. Quand nous arrivons à la fin de l'émission, il paraît qu'on n'a pas posé une ou une telle autre question. Nous vous demandons de vous poser une dernière question et vous y répondez vous-même. Oh, ça a toujours été difficile. Je pensais que je n'allais pas voir celle-là. Ben, en tant qu'Africain, je me suis toujours posé une question. Africain et Congolais. Là, je pourrais me référer à Patrice Emery Lumumba qui a dit que nous ferons du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique. La question que je me suis toujours posée, ne sommes-nous pas capables de faire telle ou telle chose? Ne sommes-nous pas capables de prendre le pays en main et évoluer avec, de mettre fin à la corruption, de donner des valeurs qu'il faut à notre peuple? Et si je voudrais répondre, je dirais que nous avons cette possibilité. Nous avons cette possibilité et comme je le dis ici, il est temps de réquisitionner toutes les intelligences. Il est temps de repérer tout ce qui est excellent, l'excellence dans les hommes. Enlever cette culture de dire que Yom Torobongisa Kongo, puisque je crois, je pourrais donner un petit exemple. J'ai vécu en Afrique du Sud et il y avait à un certain moment, l'Afrique du Sud et le Nigeria se battaient pour voir qui était le pays africain qui était la première puissance. Et le Nigeria pouvait dire de l'Afrique du Sud que vous n'êtes pas un pays africain, puisque c'est l'Européen qui a plus fait ce pays-là. Alors, je me dis que nous avons cette possibilité, nous, Congolais, sans être influencés. Regardez là où nous sommes. Tout le procès que nous avons, même le verdict que nous avons eu aujourd'hui, nous pouvons faire mieux. L'argent est là, les possibilités, l'envie, cette volonté de faire mieux est là. Donnons la chance à ceux qui peuvent faire mieux, l'excellence, puisque ce n'est pas avoir une belle villa qui fait de moi un homme, mais c'est ce que nous devons léguer aux générations futures. Et nous sommes capables de le faire. Des hommes intègres qui peuvent faire quelque chose. Et là, c'est mon président. Il a été mon président du parti, puisqu'il n'est plus mon président du parti, c'est mon président et le président de la République démocratique du Congo, à cette volonté cette volonté politique qui a manqué au Congo plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous avons cette volonté politique. Accrochons-nous à cela, identifions-nous. Qui peut faire quelque chose pour aider le président de la République pour que nous puissions aller de l'avant? Tout ne peut pas être fait aujourd'hui. Et nous savons, et moi, je suis convaincu que nous sommes plus que capables puisqu'il y a des intelligences, il y a des gens qui ont cette volonté pour faire avancer les choses au Congo. En tout cas, grand merci, monsieur Patrice Emery, capable du nom. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez donné en matière, je pense que c'est bien passé. Nous vous remercions très sincèrement et espérons vous retrouver très prochainement. Merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bien, chers téléspectateurs de la VDC, vous nous avez suivis en intégralité sur la voie de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique depuis New York City avec votre frère de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe qui a reçu pour vous un monsieur très éloquent du nom de Patrice Emery Tshikoko, capitaine. Ce dernier nous a parlé de ce que nous avons connu aujourd'hui en République de notre Congo, un événement inoubliable, la condamnation du directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Nous avons décortiqué la situation de l'UDPS. Alors, nous vous disons grand merci et restez toujours branchés au rendez-vous hebdomadaire de chaque samedi où nous trouvons des Congolais qui parlent aux Congolais à partir de la diaspora. Nous vous demandons de nous rejoindre nombreux. Ceux-là qui ont parlé, vous pouvez nous contacter sur
WhatsApp ou bien par email. Nous allons programmer votre interview. Alors ici, nous disons merci à M. Pascal Tamboué, l'informaticien technicien de la Voix de la démocratie congolaise depuis la Grèce. Nous pensons ici à l'émission Zombo le soir, animée par notre journaliste et chef d'antenne de la BDC à Kinshasa, RDC. Et nous citons Raphaël Djananga, qui est toujours accompagné de Théodore Bakatuila. Et ici, nous pensons également à notre téléspectatrice maman Adrienne Mayumbu. Merci beaucoup et nous ne pouvons pas dire bye sans citer José Kapajika, le directeur technique qui séjourne à Kinshasa, qui nous fait parvenir les images à temps. Merci donc tout le monde. Merci pour votre fidélité et restez toujours à l'écoute de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise. Panorama d'Afrique dans son émission Tribune de la diaspora animée par votre grand serviteur Don Kayembe de Pinake City. À la prochaine.